Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très particulière. Ça va être une vidéo lecture. Sachez que cette vidéo elle est plus à écouter qu'à regarder, mais ça me tient à cœur de le faire parce que ce livre, c'est La vie de pêche d'Ange Porteux. C'est un livre qui est cher, non. Cher, ça dépend par rapport à la valeur à laquelle on estime la chose. Donc c'est pas cher, mais quoi qu'il arrive, c'est très rare et très dur de s'en procurer. Sur Amazon, il y en a 2 ou 3 qui traînent entre 130 et 500 euros de mémoire. Donc c'est vraiment un précieux livre pour tous ceux qui sont ancrés dans la pêche du bar profondément, intensément. Comme je ne pourrais jamais, je pense, l'expliquer, ce que je ressens quand je vais à la pêche du bar. Enfin, c'est quelque chose de très puissant. Je pense que vous êtes très nombreux aussi dans la communauté à ressentir ce que je ressens, qui sont des choses un peu particulières et vraiment très délicates à expliquer, en tout cas de vive voix. Et ce livre, c'est une chance inouïe que je l'ai. Je vais vous raconter la petite histoire, comment ça se fait que je l'ai entre les mains et surtout qu'il est aussi flambant neuf. Un beau jour, je sais pas, j'étais au collège, derrière le bureau, en tant que surveillant, il y a Dominique Lecouflard, la femme de Thierry Lecouflard, paix à son âme. Thierry Lecouflard qui était un grand copain à mon grand-père, qui arrive à mon bureau et qui me dit « Je suis en train de faire le tri dans les affaires de Thierry et j'ai trouvé ce livre de pêche. Donc est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que je le jette ?» Et quand elle me le tend et que je le prends, j'étais un peu en contrebas, elle était debout et moi assis derrière le bureau. Je prends le livre et je découvre ça. Mais là j'ai dit à Dominique, elle se rendait peut-être pas compte du cadeau qu'elle me faisait. Que ce soit un livre de Thierry, un grand pêcheur avec qui j'avais beaucoup d'estime. D'ailleurs, je m'entends bien avec toute sa famille, que ce soit sa femme Dominique, son fils Anthony, enfin une famille extraordinaire. Donc voilà comment j'ai eu la chance d'avoir ce livre. Donc je suis très content. Et aujourd'hui, je l'ai relu encore très récemment et je me suis fait quelques petites annotations. Et je vais vous lire quelques passages. Ça va peut-être être long pour certains, mais c'est une vidéo différente. C'est autre chose que de la pêche, c'est autre chose que des leurres, c'est autre chose que du lancer, des bars, etc. Mais ça a toute son importance. Ange Porteux, c'est une légende de la pêche du bar, une légende de la pêche dans un premier temps. Et puis après, qui s'est vraiment dédié à la pêche du bar à 100%. Donc un monsieur qui a traversé une grande période de la pêche du bar et qui s'en est toujours mieux sorti que tous les autres. Il avait toujours un cran d'avance. Donc allez, trêve de blabla, la vidéo va être en plus déjà assez longue. C'est parti les amis, je vais vous lire. Des fois je vais bégayer un petit peu, je vais bugger, mais j'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas, vous savez comment le manifester. C'est parti. Ça me fait bizarre d'être tout seul là, enfin peut-être qu'il y a des gens qui me regardent, mais je pense pas. Je me suis mis dans un endroit très escarpé. La vie de pêche d'Ange Porteux par Philippe Bernard. Première phrase, c'est un petit témoignage. « Je n'ai pas tout dit, ce serait trop » de Pascal Jardin. Avant-propos, Ange Porteux n'est pas un littéraire. Sa vie de pêche, il la raconte dans la plus pure tradition orale, sans faux semblant ni concession, comme il l'a toujours vécu. Conteur exceptionnel, fidèle à ses moindres émotions, ce livre est plus à écouter qu'à lire. J'ai voulu l'interrompre le moins possible. Mes questions n'ont pour seul but que de réveiller ses souvenirs. Si tous ceux qui l'ont rencontré un jour le retrouvent au travers de ces pages, mon livre alors sera le sien. Philippe Bernard, chapitre 1, d'une rive à l'autre. Ange, parle-moi de ton enfance et de tes toutes premières parties de pêche. Ça, c'est juste pour vous montrer le personnage. Eh bien voilà, je suis né le 17 novembre 1914. À Gaël, un petit village d'Ille-et-Vilaine. J'étais l'aîné d'une famille pauvre de 4 enfants. Dès l'âge de 12 ans, mes parents me placèrent chez un fermier voisin. J'y gardais les vaches. Au fond de sa propriété coulait un petit ruisseau. Tu devines la suite. Avec une baguette de coudrier bien droite, du crin de cheval et une épingle tordue, j'ai commencé à attraper mes premiers vairons et gardons. Heureusement, les bêtes que je gardais étaient d'un naturel paisible. La grande aventure ne les tentait pas. Elles me laissaient pêcher tranquille. Un peu plus tard, mes parents décidèrent que je serais cordonnier. Moi qui voulais être mécanicien auto. Enfin, en ce temps-là, les enfants ne pouvaient qu'obéir. Je me suis donc retrouvé à apprendre le métier de la chaussure dans un atelier de cordonnerie. Tous les lundis, un monsieur, un collègue, si je puis dire, nous racontait ses dimanches passés à la pêche. Comme j'étais vraiment le seul à l'écouter avec intérêt, un matin, il m'offrit ma première vraie ligne avec un vrai flotteur. Restait à trouver une canne. Comment faire, moi qui n'avais pas un seul sou vaillant en poche. Pas loin de la ferme, où mes parents travaillaient, vivait un châtelain, dans une superbe propriété. Et juste à l'entrée, de magnifiques touffes de bambou semblaient attendre mon bon vouloir. Un dimanche, prenant mon courage à deux mains, je me suis décidé et j'ai rendu visite au notable pour lui demander un bambou. Imagine la scène. Moi, le petit pantou, avec son vocabulaire de gardien de vache, devant ce grand monsieur riche.
Eh bien, il a refusé. Or, j'avais remarqué que cet empêcheur de pêcher, le gardon était un plein gueuleton. Je suis donc ressorti de sa propriété, tête haute, pour y rentrer très vite. En rampant sous ses clôtures, je lui ai chapardé 2 belles branches sans le moindre remords. Hélas, mes cannes étaient trop longues pour que je les transporte sur mon vélo. Je devais les couper. Nouveau problème. Où trouver des viroles? Chez le marchand. Bien sûr, oui, mais voilà. J'avais toujours les mêmes soucis financiers. Alors, eh bien, j'ai volé une pompe à vélo et j'ai bricolé mes douilles avec. Ma première canne maison était prête. Il ne me restait plus qu'à trouver des hameçons. On en vendait à l'épicerie Buvette du Patelin. La patronne les mettait sur son comptoir, piqués autour d'un gros bouchon. Tu ne vas pas me dire que... Eh si, un jour la tentation fut trop forte. J'ai emprunté le bouchon. Oh, je peux l'avouer aujourd'hui, c'était en 1926-27, il y a prescription. Tu avais la dérobade facile à l'époque. Que veux-tu? Fallait se débrouiller. Et puis c'était pour une grande et noble cause, la pêche. Donc là c'est un passage, maintenant ça va être des passages un peu par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et bon, il y en a tellement des bons passages, donc ça va être une sélection, ma sélection. As-tu une technique particulière pour pêcher le saumon? Aucune. Je te répondrai simplement, c'est comme pour le bar. Il faut pêcher et repêcher sans se décourager. Pour pêcher le saumon, comme pour le bar d'ailleurs, j'aime bien être seul, indépendant. J'observe alors beaucoup mieux la rivière. Tout ce qui se passe autour de ma cuillère est ressenti avec plus de sensibilité. Si je suis accompagné, on parle, on jette un œil pour observer le copain. On n'est plus totalement attentionné à sa pêche. Et puis c'est très rare de trouver des copains discrets. Ah, le maître mot. Eh oui, la discrétion, c'est pour moi très important. Il faut être discret dans ses actes et ses paroles si l'on veut préserver sa tranquillité et sa réussite. J'ai toujours une très grande musette qui peut abriter des regards indiscrets à un pensionnaire de 14 livres sans me trahir. Combien de fois suis-je passé devant des assemblées de pêcheurs avec un saumon dans ma besace sans qu'ils ne se doutent de rien? Au moins, le lendemain, je pouvais retourner dans le secteur sans y retrouver un attroupement de pêcheurs de panurge. La discrétion est une des qualités que je demande à mes amis. C'est un de mes critères de sélection. Pour pêcher heureux, soyons discrets, c'est une de mes devises. Là, il y a quelques témoignages d'anciens compagnons de pêche à lui, Louis Balionnet. Au cours d'une partie de pêche au saumon, alors que je me trouvais près de lui tout en ramenant sa cuillère fabrication maison, je me dis, regarde la belle truite qui suit, elle fait bien 1 kilo. En effet, c'était une magnifique fario. Puis comme si de rien n'était, il s'en va vers un autre poste. Je n'ai pu m'empêcher de lui demander un peu plus tard, alors que nous étions restés bredouilles ce jour-là, pourquoi il n'avait pas essayé de l'attraper. Il m'a répondu, quand on pêche le saumon, on ne pêche pas la truite. Ce trait de caractère s'est retrouvé de nombreuses fois confirmé. Quand on était au bar, il rejetait à l'eau tous les autres poissons qu'il prenait. Michel Walter, un pêcheur infatigable, jamais assis pour se reposer, toujours à taper avec une cuillère dans des cours souvent isolés, et qui n'hésite pas à faire tous les jours pendant 2 mois et demi 120 km aller-retour en voiture. Eh bien chapeau. D'après lui, la pêche du saumon n'est rien comparé au bar, qui est sa grande spécialité. Louis Balionnet encore. N'écrire que quelques lignes sur un pêcheur comme Ange Porteur relève presque de l'impossible. Si vous le considérez aujourd'hui comme un pêcheur d'exception, il faut dire qu'il a été le meilleur depuis toujours. Je l'ai connu meilleur pêcheur de gardons, de carpes, de brochets, de truites et pour finir de bar, en passant par le saumon où il excellait. J'ai eu l'occasion de pratiquer toutes ces pêches en sa compagnie. Il m'a toujours donné l'impression de savoir quelque chose de plus que les autres. Je pense qu'une partie de sa réussite est due à sa recherche permanente de la perfection dans le matériel et dans la pratique d'une passion qui aura duré toute sa vie. Là, il parle de l'évolution de son matériel et il dit « Avec ce nouveau matériel dans ma musette, tout a changé. J'ai commencé à avoir des bars suivre mes engins et les attaquer. J'ai fait alors des pêches sensationnelles qui prouvaient que j'avais raison. Il fallait pêcher les bars en surface et non pas à fond. Mais voilà, après tout le mal que je m'étais donné, je ne voulais pas dévoiler mes petits secrets au premier ni au deuxième venu. Je me suis donc mis à déserter les postes hyper connus et fréquentés pour pêcher dans des endroits tranquilles et déserts, que j'ai découvert au hasard de mes explorations marines. Je suis arrivé jour après jour à bien connaître la côte, disons de la pointe du Groin à Erquy. Mais on reviendra dans un prochain chapitre à ces itinéraires de pêcheurs rebards. Lorsque j'arrivais dans le secteur choisi et que j'apercevais de la concurrence à pêcher, je ne descendais pas la falaise et partais autre part. De même que, à pied d'œuvre sur mes granites en voyant arriver quelqu'un, aussitôt je ramassais ma ligne dans ma musette et abandonnais la place même si le poisson était là. Évidemment, j'aurais pu donner le change et accrocher une liane à mon nylon, mais ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pêcher qu'en solitaire avec ma bulle de liège et mes engins. Tu n'aimes vraiment pas les cuillères lourdes, toi? Je ne les condamne pas totalement. Disons qu'elles ont leur utilité dans certains spots, comme la prospection des grands fonds ou des courants violents, en pointe du Raz par exemple, ou en début de saison lorsque le bar évolue à fond à la recherche de ses proies. Non, ce que je reproche à la cuillère lourde, tu le sais Philippe, c'est de ne pas pouvoir exploiter correctement les derniers mètres avant le rivage. On ne peut laisser évoluer au gré des vagues et du ressac une liane de 40 grammes dans un bouillon d'écume au ras de la roche. On est obligé de récupérer très vite, de craindre qu'elle ne s'accroche. Alors qu'il faudrait faire le contraire. Que de barres perdues dans ces ultimes tours de manivelle. Donc tu faisais l'Indien à l'époque? Oh, je l'ai fait longtemps. Il m'arrive même de le faire encore. Lorsque j'ai découvert un nouveau coin et que je veux m'en garder l'exclusivité pendant quelques semaines, j'ai entendu dire que beaucoup de gens m'avaient couru après. Il y en a même qui se cachaient derrière les cailloux et dans les fougères pour m'espionner à la jumelle. J'en ai crapahuté des falaises pour arriver à m'isoler pour pêcher. Mais quel résultat j'ai pu obtenir tout en ne pêchant
que les fins de semaine. Là, il va parler des poissons à hélice. Les poissons à hélice, c'est quasiment les premiers leurres vraiment de surface qui restent vraiment à la surface. Et ça a été une grande histoire pour un sporteux car il les a créés certains, modifiés d'autres. Enfin, donc c'est quelque chose de très important. Et encore aujourd'hui, la pêche au leurre de surface du bar, et même d'autres poissons d'ailleurs, c'est quelque chose de très fort. Donc je pense que vous tous, vous le ressentez quand vous pêchez un bar en surface ou un poisson. Donc là, il va parler des poissons à hélice. Et les poissons à hélice, ah ça, c'est une longue histoire. Il y a environ 23 à 24 ans. Passant mes vacances à Quiberon, je rencontre un pêcheur qui s'appelait Aimé. C'est tout ce que je peux dire de lui. S'il lit ses lignes, il se reconnaîtra. Cet Aimé pêchait souvent avec un poisson hélice acheté dans le commerce et fabriqué à Sainte-Jean-de-Croix-de-Vie par la maison Berthaud. Nous lions connaissance et il me parle de ses pêches. Comment cela se passait lorsque les bars attaquaient son engin. Et comment il avait perdu plusieurs très gros bars par la faute des vies trop fragiles qui ne résistaient pas longtemps et à la traction et à la rouille. Mes vacances terminées de retour à Rennes, je prends contact avec Monsieur Berthaud et lui fais part de ce défaut important. Le fabricant m'écoute et change ses vis pour des pitons beaucoup plus fiables. Alors là, quel résultat j'ai pu obtenir? J'ai pris énormément de bars avec ce leurre, dont des poissons de 4, 5, 6 kilos en cachette des autres pêcheurs. J'avais toujours dans ma musette un ou deux Berthaud, que je sortais lorsque la mer m'inspirait et que j'étais seul. Ce leurre, hélas, représentait un très gros handicap. Il ne pesait que 25 grammes et encore tout mouillé. Impossible de le lancer loin, vers des postes à gros bars, éloignés du rivage. Une reprise de contact avec le fabricant s'imposait. Je demande à M. Berthaud d'alourdir son leurre ou de faire un modèle un peu plus gros. Prétextant des prix de revient élevés et surtout une mévente de ce type de leurre, il a refusé. J'ai donc décidé de les fabriquer moi-même, du nez à la queue, en passant par les hélices, sans plus rien demander à personne. Ce seraient des poissons de bois porteux. Pour leur couleur, déjà à son époque, malgré la quantité de poissons, il faisait attention aux couleurs. Donc quand on dit les couleurs, c'est inutile, etc. J'ai toujours eu une préférence pour un dos noir, quelquefois rouge ou bleu, pour un ami que tu connais très bien. Avec un dégradé vers le ventre qui doit être, lui, impérativement blanc, nacré, 6 à 7 couches de peinture blanche au pinceau et pour terminer une couche noire dorsalement. Gros yeux blancs et pupilles noires, très important comme signal d'attaque, et 3 triples. Tu m'as souvent avoué que c'était ton leurre préféré pour pêcher le bar, c'est toujours vrai? Toujours. C'est un leurre formidable, car il permet de voir le poisson avant de le prendre. Il m'est arrivé tant de fois d'apercevoir dans l'écume blanche d'une mer forte un bar de 6-8 livres, un poisson qui te paraît noir tant l'eau est blanche, monté sur ton leurre à 15 mètres de toi. Ce sont des instants inoubliables pour un pêcheur, comme si on voyait un saumon venir prendre une mouche à la surface. Le poisson à hélice laisse rarement indifférent le poisson, il le fait bouger. Parfois, le bar va suivre par en dessous et l'attaquer. Parfois, il va faire un remue-ménage pas possible, multipliant les remous et les demi-tours, comme s'il hésitait à attaquer, ce qu'il fera finalement si vous accélérez votre récupération en agitant votre canne par saccade. Lorsque vraiment il n'attaque pas, j'ai un stratagème pour le décider, qui consiste à changer mon poisson à hélice pour un raglou de 12 cm. Souvent, dans les premiers tours de manivelle, le bar est au bout. Qu'est-ce qui rend cet engin aussi attractif? J'emploie le poisson à hélice presque partout. Il n'y a pas de spot vraiment typique, mais plutôt une mer à poisson hélice. Un petit clapot, une légère risée à la surface de l'eau. Lorsque les bars sont à la côte, il me arrive de prospecter un maximum de postes à bar en ne pêchant qu'avec ce leurre. Une dizaine de lancers suffisent pour voir s'il y a du bar dans le secteur. Si rien ne se passe, je vais voir plus loin. J'ai pris au poisson hélice des bars de tout gabarit, de 400 grammes à 6 kg, sans oublier les lieux et les orphies. Lorsque tu aperçois derrière ton engin une bande d'orphies faire les folles, c'est souvent bon signe. Car il n'est pas rare qu'un gros bar fasse partie du cortège, mais plus en profondeur, et qu'il monte soudain, attaquer comme s'il voulait soustraire cette proie aux orques. Qu'est-ce qui rend cet engin aussi attractif? C'est certainement le brassage des hélices qui attire des poissons chasseurs et provoque leur attaque. Peut-être pense-t-il avoir affaire à un mulet qui chahute à la surface quelques crevettes ou autres bestioles. Ne l'oublions pas, le bar est un poisson fort curieux. Ses deux sillages, le vrombissement des hélices à la surface ne peuvent que l'attirer. Le reste n'est que réflexe d'attaque, soit pour se nourrir, soit par hargne ou peut-être par notion de territorialité. Tu as collaboré avec la société Rago à l'élaboration du Big Big. C'est vrai, comme tu l'as écrit dans un article, un ange s'est penché sur son berceau. Après le décès de M. Berthaud, le poisson à bois à hélice a été repris par la société A10, qui a modifié son système d'armement intérieur, changé quelque peu sa forme, sans augmenter son poids. Le résultat n'était pas très enthousiasmant. On aurait pu beaucoup mieux faire. Rago y est arrivé. Tu parles souvent du Berguillois. Oui, c'est vrai. J'ai rarement rencontré un fabricant aussi à l'écoute des pêcheurs. J'ai mis au point avec Hubert Guillois le Big Big, petit et grand modèle, les nouveaux raglous génération 87 et le tout petit raglou 6.5 qui va faire un malheur car à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, on prend souvent des très gros poissons avec de petits leurres. J'en veux pour preuve mon 7 kg charmé par un raglou de 8 cm. Très intéressant ça, très intéressant. La création d'un leurre est une entreprise délicate.
ce n'est pas du petit bricolage. Le moindre petit détail a son importance. Raglou, poisson de bois, mirolure, as-tu d'autres leurres, spécial bar rangé dans les profondeurs de ta musette? Oui, entre autres, 2 leurres que j'ai créés et que j'ai longtemps gardé secret et auxquels je dois des tableaux de pêche incroyables. Je veux parler de ma petite cuillère, mon secret comme tu l'as surnommé, et ma mouche vivante. Commençons par le secret. Il y a peut-être 20 ans de cela, un samedi matin, en pêchant dans une crique avec un raglou, j'avais remarqué qu'à chaque lancer, des barres suivaient mon engin sans l'entaquer. Et pour cause, ils étaient à chasser dans le sprat, pas dans le lançon. Le sprat est une sorte de petite sardine tout argentée qui apparaît en banc serré à la côte dès que la température de l'eau s'élève. La mnuse, comme nous l'appelons en Bretagne, est un mets fort brisé par les barres qui la dévorent toute gueule ouverte avec frénésie. Les fameuses chasses, si spectaculaires. J'étais contrarié, c'est le moins qu'on puisse dire. Tant de barres à ma portée et ne pas en toucher un. De retour à Rennes, je me suis mis à l'ouvrage, cherchant un leurre qui serait capable d'imiter l'éclat de ce petit sprat. Je trouvais une Maurice Lawrence argentée. Je modifiais sa palette en lui donnant une forme plus étroite et la remontais sur une corde à piano de 90 centièmes, un triple 30-20, étamé et une petite olive longue de 5 grammes, pour que mon bidule évolue un peu en dessous de la surface. Impatient, le week-end d'après, j'essayais mon prototype au même endroit. Après 5 minutes de pêche, il m'était impossible de continuer tant mon union vrillait. Je rangeais ma cuillère dans ma musette, un peu déçu, ça méritait d'être amélioré. Le samedi suivant, nouvel essai. J'avais durant la semaine passée tout redéfait pour finir par lui ajouter, pris dans la bouche de tête, à corde à piano, un petit émerillon JB T2 sans agrafe. Ce matin-là, j'en ai mis 9 au sec, dont un de 6 livres. J'avais réussi. À partir de ce jour-là, avec ma petite cuillère, j'ai fait des véritables hécatombes de barres, des séries impressionnantes, des 30, 50, 69 barres en une partie de pêche. Et je ne parle pas des autres espèces de poissons, maquereaux, lieux, vieilles que je ne cherchais pas à prendre et que j'en mettais à l'eau. Des musettes entières de barres, quand ils étaient là, dans le sprat, à tous les coups, j'en avais un. Le seul inconvénient, c'est que j'étais obligé de la sortir uniquement que seule sur les rochers, de crainte qu'on l'aperçoive et qu'on la copie. J'ai réussi à préserver mon secret durant 20 ans. Quelques amis très proches étaient dans la confidence. Géorogent et Philippe. D'autres copains auraient pu l'être, s'ils n'avaient pas été aussi bavards. Je ne leur avais jamais accordé ma confiance, donc mon amitié, l'un ne va pas sans l'autre. De toute ma carrière de pêcheur de bar, je n'ai jamais aperçu pareil engin à la ligne d'un pêcheur. Un bulle d'eau totalement plein de 50 grammes, 2,50 m, 40 centièmes, et ma petite cuillère. Rien de plus, rien de moins. Raconte-nous tes 69 bars. C'était en 1980, dans un endroit qui s'appelle La Moulière. En arrivant sur ce spot très tôt le matin, j'aperçois 2 ou 3 petites mouettes qui volaient et piquaient à la surface de l'eau, pas très loin du bord. Signe avant-coureur de plaisir et de sensation pour un pêcheur de bar. Je monte vite fait ma ligne, un petit raglou plombé de 3 grammes, ventralement, et au premier lancer, j'aperçois un boire qui suit mon leurre et ne le prend pas. Au second essai, j'en accroche un. Et au même moment, une chasse formidable. Des barres comme je n'avais jamais vu festoyer dans le sprat. Des remous, des coups de queue, c'était incroyable. Cela a duré même 5 minutes, puis plus rien. Ça s'était calmé, les poissons ne chassaient plus, mais ils étaient encore là. J'ai vite changé mon lançon pour mon secret, et en 2 heures de temps, j'en ai pris 69. Pas un de plus, pas un de moins. Il faisait un temps de chien. La pluie tombait sans arrêt. J'étais trempé malgré mon ciré et mon pantalon, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'avais les mains en sang à force de décrocher les barres. Si j'en loupais un, aussitôt un autre venait sur mon engin. Des poissons variant de 800 grammes à 4 livres. C'était ahurissant, j'en parlais tout seul. Ce n'était pas ce que je peux appeler vraiment une séance de pêche intéressante. Mais je souhaite à tout pêcheur de bar de connaître cela une fois dans sa vie. Personnellement, je préfère prendre un poisson de temps en temps. En faire 4-5 dans ma journée, avoir eu du mal à les trouver, à avoir fait plusieurs coins. Voilà comme j'aime pêcher. Mais en prendre 69 en 2 heures, ce n'est pas ce que je recherche. Mais même lui, à cette époque, il voulait un leurre pour ça, il voulait un leurre pour ça, il voulait un leurre pour ça. Et c'est ça qui a fait qu'il était devant tout le monde, je pense. Si je peux oser donner un conseil à tous les jeunes, et même moins jeunes passionnés comme nous le sommes, de pêcheurs de bar, c'est de ne jamais prendre le moindre risque pour descendre chercher un bar échoué. Il vaut mieux perdre un poisson, même s'il est gros, que de risquer l'accident. Et quand je dis l'accident, crois-moi, je minimise. On pêche le bar dans des endroits où même le diable n'oserait pas s'y aventurer. Et surtout, pas d'épuisette, ni de gaffe. Ce sont des ustensiles trop encombrants, qui ont tendance à vous inciter à vous approcher trop près du bord au risque de votre vie. Souvent, votre leurre, pour qu'il soit vu et attaqué par un poisson, doit passer exactement aux abords au poste où le bar se tient à l'affût. Si vous y prenez 5 fois avant d'y arriver, le bar mis en alerte, par autant de tapage, aura gagné le fond et vous aurez perdu toute chance de l'attraper. Tout passionné devrait être ambidextre, car dans sa carrière de pêcheur de bar, il découvrira forcément des endroits où il lui sera très difficile de lancer à droite, présence de rochers, d'une muraille ou d'un collègue. Apprenez à lancer des 2 côtés, cela vous rendra service un jour. Quelles sont les principales qualités d'un pêcheur de bar digne de ce nom doit montrer? La pêche du bar, comme je la pratique, demande 2 principales qualités. Il faut être courageux et observateur. Le reste, je veux dire la connaissance du matériel et la découverte des postes à bar,
en découle. Je parle de courage, il en faut. Pour m'avoir suivi de nombreuses fois, tu sais comment je vis ma passion. Je prospecte un secteur de côte donné en fonction des vents dominants et des coefficients de marée. Je pêche 1 heure parfois plus, souvent moins, dans un endroit. Et si je ne prends rien, je remonte la falaise pour descendre bientôt dans un autre. Et ainsi de suite. Et à chaque nouveau poste abordé, c'est toujours le même espoir qui m'envahit. Jamais émoussés. Seront-ils là? Aurais-je la chance de les avoir trouvés? Je suis comme le chasseur qui parcourt des kilomètres de prairies et de talus en quête de son gibier. Combien de fois après une journée de pêche ai-je eu mal aux cuisses et aux mollets à ne plus pouvoir m'endormir? Mais qu'importait la fatigue. J'avais fait mon plein de souvenirs et de sensations exaltantes. Les bars me font courir. Je parcours chaque année environ 20 000 km en voiture pour traquer le bar et saumon. Ma voiture ne roule que pour cela. C'est la meilleure compagne de pêche qu'on peut avoir. Elle me conduit où je veux. Elle m'attend sur le bord de la route. Et si je suis en retard, elle ne me dit rien. C'est l'indépendance totale, la liberté. C'est pour moi la plus belle invention de ce siècle. Si je n'avais plus de voiture, je serais très malheureux, car je devrais me priver de cette liberté d'action qui m'est si chère. Je serais condamné à pêcher toujours dans le même endroit. Un non-sens lorsqu'on connaît les mœurs vagabondes des bars, qui changent sans arrêt de secteur à la poursuite de leur proie. Mes résultats ne seraient plus les mêmes et mon plaisir non plus. Courageux donc, mais aussi observateur. C'est une très grande importance. Tout est révélateur. Une mouette. Une toute petite mouette qui pique dans le fond d'une crique doit immédiatement vous faire réagir et courir canne en main vers cet endroit. Du sprat qui frise soudain la surface de l'eau en se regroupant et qui se met à fuir et encore un signe de proche résistance. Au bord de l'eau, tout est observé, les vents, l'orientation de la côte, le coefficient de la marée, le niveau de l'eau, jusqu'à l'autopsie de l'estomac de vos prises, qui vous renseignera sur ce que les bars capturent. Indice capital au moment de choisir votre leurre. L'observation à marée basse des fonds est très importante. En terre inconnue, je fais souvent des petits croquis sur mon calepin bleu qui ne me quitte jamais, en marquant des points de repère pour éviter l'encerclement dès que la mer remonte. La connaissance des courants, la science de l'eau comme on l'appelle. Il faut toujours lancer en t'aidant du courant. Si tu pêches en amont, ton leurre travaillera mal. Il faut bien pêcher, lancer à peu près 3/4 aval, car alors dès qu'il amérira, ton leurre sera emporté par le courant qui te fera aussitôt travailler comme il le faut. Le vent doit être ton allié. La côte est assez vaste et les postes de pêche nombreux. Tu trouveras toujours un coin où tu l'auras avec toi pour lancer. Rien ne s'improvise. Ma réussite, si réussite il y a, est l'aboutissement de 60 années d'observation. Et si j'avais un conseil à donner à un débutant, je lui dirais ceci. Pour devenir un bon pêcheur de bar, il faut pêcher tout seul. Il faut apprendre, si on ne l'est pas de nature, à devenir solitaire et discret. Car en étant seul, comme je l'ai déjà signalé dans le chapitre concernant le saumon, on est tout à fait à son entreprise, à sa passion. Je recommande la discrétion, car c'est elle qui sauvegarde tes coins à barre que tu as, à force de courage et d'observation découvert. Souvent, dans les revues de pêche, j'ai lu dans les éditoriaux des rédacteurs en chef de nombreuses critiques envers ceux qui gardent secret leur itinéraire de pêche. Je répondrai à ces messieurs que l'on peut prendre du bar partout. Il suffit pour cela de prendre sa canne à pêche et de descendre les falaises. Durant ces 30 années consacrées au bar, j'ai pêché tout au long des côtes. De Cancale à la Baule, eh bien, j'ai pris du bar partout. Évidemment, il y a des postes meilleurs que d'autres. Mais je le répète, dans chaque coin où j'ai vraiment insisté, j'ai attrapé des bars. Et puis les coins réputés pour le bar n'ont pas que des avantages. Il m'arrive très souvent de vous l'empêcher dans ce type d'endroit, la Toge par exemple, de battre en retraite tant il y a du monde. Ce n'est pas là uniquement de la misanthropie. Non, je sais par expérience qu'en étant seul sur mon rocher, en se montrant discret dans mon habillement, dans ses gestes, on a quelques chances de tromper la méfiance d'un bar qui suit votre raglou ou votre big jusqu'au rivage. Cette chance devient quasiment nulle avec 2 ou 3 pêcheurs qui s'agitent à vos côtés, à moins que les bars chassent. Mais ce n'est pas tous les jours fait, heureusement. Où que vous pêchiez, il faut vous faire le plus discret possible. Évidemment, par mer forte, cela a moins d'importance. Mais par mer calme et claire, dissimulez-vous au maximum en retrait du rivage, derrière quelques cailloux ou petites têtes de rochers. Vous serez étonné alors d'apercevoir le nombre de bars qui courent après vos engins. S'ils savaient, tous ces messieurs en casquette et chemise blanche, perchés comme des cormorans, les pieds presque dans l'eau, que les bars souvent passèrent à 1,2 m au ras du rocher, saluant ces mêmes pêcheurs du mois d'août, d'un coup de queue en piquant vers le fond. Enfin peut-être liront-ils ce livre. Je peux dire sans la moindre prétention, sans avoir à changer de casquette, que j'ai été pour beaucoup un modèle spécialement à Saint-Malo et ses environs. J'ai vraiment participé à l'évolution de la pêche du bar, en l'affinant, en la modernisant, pour en faire une discipline vraiment à part. Les copains, les amis qui ont suivi mes conseils sont devenus maintenant de très bons pêcheurs, peut-être encore plus méticuleux et observateurs que moi. Tous se réclament de l'école Porteux. Cela me fait plaisir en fin de compte, car ce n'était pas dans mes intentions premières. J'étais, et je le suis toujours, très discret. Cette petite notoriété que j'ai acquise un peu par la faute de tes écrits,
entre guillemets, n'est en fin de compte pas si désagréable que cela. Et du moment qu'elle ne devient pas trop envahissante, je donne du fil. Aimes-tu pêcher aux appâts vivants? Ce n'est pas ma spécialité, mais parfois cela m'a sauvé d'une bredouille tenace. On peut aussi pêcher le bar au bouquet vivant. La difficulté réside dans la capture de ces belles et grosses crevettes. On n'en trouve pas partout, ni à tout moment. Petite recommandation avant de terminer. Là, c'est à nouveau des témoignages d'amis à lui. François Lebert, Ange Porteux, était un homme formidable. Certainement le plus grand pêcheur breton de ces 30 dernières années. Spécialité dans la pêche du bar au lancer, j'ai passé en sa compagnie et celle d'Armel Godet des parties de pêche inoubliables, parfois scabreuses comme ce matin à Cardreux où il a failli se noyer. Ange, je le pense sincèrement, mérite le surnom de bar roi, roi du bar. C'est un homme très dur avec lui-même. Il m'a appris à pêcher le bar, c'est un sport unique et beau. Je lui souhaite de vivre encore longtemps sa passion. J'ai eu quelques fois le plaisir de pêcher à ses côtés. Je l'ai souvent vu remettre à l'eau des petits bars qu'il avait décrochés avec une grande délicatesse. Beaucoup les auraient gardés, lui non. Respectueux de l'espèce, de la nature, c'est une de ses grandes qualités. Philippe Bernard. On apprend plus à suivre Ange sur ses rochers pendant une semaine qu'en lisant tous les articles consacrés à la pêche du bar au lancer. Là, c'est Ange Porteux qui parle. Pour bien pêcher le bar au lancer, il faut au minimum 2 cannes pour faire face au changement d'état de la mer. Une forte et une légère. Et puis c'est vrai, on lance vraiment beaucoup plus loin. C'est souvent utile lorsque certains jours, il faut aller chercher les bars à 80-100 mètres du rivage. En mer, je le répète, il faut toujours pouvoir faire face avec son matériel à toutes les éventualités. Lorsqu'on t'écoute, tout cela paraît simple. Et ça l'est. Tout n'est qu'une question de courage et d'observation. Il ne faut pas se décourager. Si pendant plusieurs jours on ne touche pas de bar, il faut continuer à descendre les falaises et à prospecter de nouveaux coins. Les bars finiront par être au rendez-vous. Lorsque j'arrive en territoire inconnu, j'essaie toujours de pêcher au bas de l'eau et j'observe les flancs. S'il y a du sable, on trouvera de la crevette et du lançon. De la caillasse avec les laminaires abritera, poissons de roche, bouquets, petits lieux, chabots. Je regarde aussi comment se forment les courants, où ils passent. Je cherche les failles, les trous, où les bars pourront se poster à l'affût. Et je pêche en utilisant les leurres adaptés au milieu. On arrive ainsi, à force d'observation, de ténacité et de regroupement, à établir un itinéraire de pêche. Tel coin sera bon à 1 heure de baissant, tel autre à 3 heures de remontée, et en me gardant bien sûr de me tenir de trop près. Ce serait vite trop lassant. Pour devenir un bon pêcheur de bar, il faut pêcher le plus possible. C'est tout. Voilà mon secret. Là, très intéressant ce qu'il dit. Pour tous ceux qui ont des grands dépôts d'algues, etc., vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Il chassait dans le Sprat. Non, presque tous les ans, le même phénomène se reproduit. À chaque grande marée, la mer abandonne très haut sur la plage des brassées d'algues, de varechs, que le soleil va dessécher. À l'intérieur de ce tapis en décomposition, une foule de bestioles, puces, vers, talites, va proliférer, jusqu'à ce que la prochaine marée vienne tout balayer. Les bars le savent et viennent à la curer. La difficulté pour les pêcher réside dans le peu de profondeur. Il faut pêcher très très léger pour que votre leurre ne coule pas. J'avais à peine 20 cm d'eau propre en surface, en dessous c'était impossible, que des algues à dériver jusqu'au fond. J'avais utilisé un raglou de 8 cm, rectifié, diminué ultra court, d'environ 3 cm, plombé avec un petit speed maison d'1 gramme, et à chaque lancer j'avais un bar. Pas des gros, environ 800 grammes, nous étions à peu près 20 pêcheurs, alignés comme un concours. J'étais le seul à en prendre autant. Les uns pêchaient au miro, les autres au raglou, sans grand succès. Ils accrochaient des algues à tous les coups, avec leur engin trop plombé, trop grand. Quant à leur poisson hélice, ils n'intéressaient pas les bars, trop occupés à se repaître des petites bestioles. Parle-nous de la surpêche. C'était en 87 les amis. C'est un très grave problème. À notre petit niveau, hélas, on n'y peut pas grand-chose. C'est du domaine des affaires maritimes. Ce que je peux dire, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'on devrait être plus sévère avec ceux qui ne respectent pas les règlements en vigueur. Les autorités maritimes sont un peu trop gentilles, un peu trop laxistes, je dirais même. On chalute la nuit sur les plages, on barre les criques, on surpêche un maximum avec les filets pélagiques, on tend des milliers de kilomètres de ligne au large. Je trouve que les professionnels devraient prendre conscience du mal qu'ils font, se font. En période de frais, alors que les bars sont rassemblés près des côtes, on les piège sans pitié, à prendre des 30, 50, 100 tonnes de reproducteurs sur les frayères. Il arrivera bien un jour où l'espèce n'existera plus. C'est comme si un cultivateur coupait son blé en herbe. La taille marchande du bar est fixée à 25 cm. Pourquoi trouve-t-on des tout petits à l'étal des poissonniers? Si dans les criers on refusait l'achat des caisses de barcets aux professionnels, ils comprendraient. Mais voilà, l'argent, toujours l'argent, 3 petits points. Quand je pense que pour prendre le même nombre de bars qu'il y a 25 ans, alors que je ne pêchais que le week-end, il me faut pêcher tous les jours de la semaine avec un matériel plus sophistiqué, ça veut tout dire. C'est triste, très triste. Interdiction de pêcher dans les frayères en janvier et en février et respect des limites côtières. Voilà déjà les premières mesures qu'il faudrait appliquer avec sévérité. Quels sont, j'allais dire, tes loisirs lorsque tu ne vas pas à la pêche? J'aime beaucoup jardiner. Et la musique? Oh, je t'avoue, je n'ai pas une grande connaissance musicale. Lorsque je pars à la pêche, j'aime bien avoir dans ma voiture en fond sonore, j'écoute volontiers
des cassettes de Charles Trenet, de Michel Sardou, de Tino Rossi, ma jeunesse, sans oublier les grands comiques comme Fernand Reynaud, Bourvil et Raymond DeVos. Il m'arrive, mais seulement lorsque j'ai bien réussi sur mes cailloux, d'avoir des retours de pêche triomphants, ponctués par le boléro de Maurice Ravel. Je baisse le volume dès que je rentre dans Saint-Guénolé, discrétion oblige. Pour moi, rien jamais n'égalera la symphonie des vents et des vagues lorsque les mouettes pillaient vers l'eau et que la bobine de mon moulinet gémit sous la tension du fil. Tu as presque 73 ans et tu en parais 60. Quel est ton secret? 60, tu veux dire 50? Mon secret, un de plus, c'est de vivre sainement, au grand air. Je n'ai jamais fumé, ni de cigarette, ni cigare, ni pipe. Tu devrais m'imiter. Je ne bois que de l'eau, très rarement du champagne, et encore, pas n'importe lequel. Si la bouteille a de la fesse et des hanches. Dom Pérignon. Je me laisse tenter, sinon je préfère un bon verre d'eau à toute autre boisson. Quant à mon alimentation, le strict minimum. Je mange pour vivre, je ne vis pas pour manger, sans jamais me laisser aller au superflu. Café. Ni aux excès de table qui te coupent les jambes à mi-première falaise remontée. Cette hygiène de vie, très austère, je crapahute encore sans problème. Je ne tremble pas, sauf quand je tiens un gros bar au bout de la ligne. Voilà les amis, on arrive à la fin. Il y a une dernière petite phrase, un dernier petit paragraphe. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. J'ai fait le tri, j'ai mis quand même beaucoup de passages que j'aime bien, mais j'aurais pu mettre plus encore, j'aurais pu lire tout le livre limite, mais c'est dur de faire le tri, donc j'espère que ça n'a pas été trop long. Voilà, le dernier paragraphe c'est voilà mon cher Philippe, je crois t'avoir à peu près tout raconté. Si certaines choses sont restées dans l'ombre, peut-être les éclairera-t-on lors d'un prochain article ou qui sait, d'un prochain livre. J'ai 73 ans, je vis seul à Saint-Guénolé. Si je suis à peu près heureux, c'est grâce à la pêche du bar. Ce sport m'a permis de me maintenir en bonne forme, physique et morale. La pêche m'a toujours sauvé de situations difficiles. Elle a été plusieurs fois ma bouée de sauvetage à laquelle je me suis raccroché désespérément lorsque tout sombrait, tout s'en allait autour de moi. Je dois l'avouer, je ne peux m'empêcher d'aller à la pêche. Quand arrive la saison du bar, c'est plus fort que moi. Il faut que je prenne ma canne et ma musette et que je parte vers mes rochers, seul ou accompagné d'amis très chers. C'est une passion merveilleuse, dévorante, inexplicable. C'est ma raison de vivre. À l'ultime seconde de son existence, au moment du grand départ, il paraît qu'on l'on revoit sa vie défiler en accéléré. Je ne dirais pas que je suis impatient de voir ce film, mais si tous les bars que j'ai pris sont au rendez-vous, m'adoué, sûr que je fermerai les yeux, la carbone à la main. Voilà les amis, fin de cette petite vidéo. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long, je pensais que j'allais lire pendant un quart d'heure. Mais je crois que j'ai lu pendant 55 minutes, donc je vais couper, je vais faire en sorte que la vidéo dure peut-être 25 minutes, une demi-heure maximum. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous a plu, et puis on se retrouve très prochainement pour la présentation de mes nouvelles cannes pour cette année et de mes nouveaux moulinets. Donc je vous dis à très vite, merci beaucoup, merci pour tout, prenez bien soin de vous et à bientôt les amis. Ciao ciao.